commencer. Bonjour à nouveau à tous. Merci à la Fédération PCF des Hauts-de-Seine de nous accueillir ici. Je vous le disais tout à l'heure, je suis Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de la revue Regard. On a consacré notre dernier numéro qui vient de sortir à la question et à l'idée même de révolution, et on s'est dit qu'on organiserait bien à l'occasion de la fête de l'humanité un débat sur cette question, en tout cas sur cette idée de révolution, d'autant que Olivier Besancenot, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, vient de publier un très beau livre et qui est très utile, qui s'appelle « Que faire de 1917 », publié aux éditions Autrement. Et Clémentine Autain, qui dirige aussi la revue Regard, qui est par ailleurs députée de la Seine-Saint-Denis, sera également autour de cette table. Elsa Fossillon, qui nous accueille ici aussi, est élue du 92 et députée de du Parti communiste français, pardon. Ça, c'était la bonne blague. Ça, c'était révolutionnaire. Avouez que c'était révolutionnaire. Éric Coquerel est donc élu communiste, naturellement. Alors, je vous propose qu'on fasse un débat que j'espère sera animé et riche. On va le faire relativement court puisqu'on puisse aussi vous passer la parole et puis vous puissiez aussi interpeller l'ensemble des invités. Mais j'ai quand même envie de faire un premier tour de table très court pour vous demander à chacun en 2 minutes, 3 minutes. Et chacune, bien sûr, excusez-moi, vous avez raison, d'autant que vous avez remarqué qu'il y a la parité. Je ne m'exclus du débat. Et je veux demander à chacun d'entre vous, c'est quoi pour vous la révolution? En gros, dites-moi un mot, une figure, un événement, un combat qui illustrerait parfaitement pour vous l'idée même de révolution. Olivier, tu commences? En 3 minutes. Allez, une figure, un combat, une idée, un événement qui illustre pour toi l'idée de révolution. Ouais, c'est difficile de faire dans le format habituel, rapide, en forme quiz. Non, si je vais faire très orthodoxe, puis je peux pas m'empêcher de le faire ici à la fête de l'humanité, je vais aussi citer Léon Trotsky, qui synthétise pas lui seul évidemment loin de là toutes les pensées révolutionnaires, mais qui a une très belle formule en parlant de la révolution russe de 1917, qui est la formule suivante qui met dans ces 2 tomes consacrés à la révolution de 1917. C'est l'irruption des masses sur la scène où se décide son propre destin. Et l'histoire de 1917, contrairement à ce qu'on entend en ce moment, pour le prendre que sous le prisme 1917, puisque j'ai cru comprendre que ta question dépassait ça, on va entendre évidemment le contraire, que octobre était un coup d'état fomenté dans l'ombre par Lénine, qu'en gros ça commence bien, plus ou moins, en février. Allez, on l'accorde, c'était un peu une révolution, parce que le tsarisme quand même c'était un peu trop. Mais en octobre, c'est une autre histoire, et allez jeter un œil par exemple dans les manuels d'histoire, et là vous verrez quand même que les versions elles sont loin d'être acquises, et ça en dit long d'ailleurs sur l'idée quand même que la classe dominante qui s'entête par exemple à enterrer 1917, à dire que le communisme est mort, que c'est un projet has-been, qui est en noir et blanc, qui fait plus peur à personne, qui donne plus d'espoir à personne, l'acharnement dont ils font preuve à continuer à enterrer cette révolution qui est déjà morte, ça en dit quand même long, avec un point de vue moi qui m'intéresse, c'est l'idée que pourquoi ils s'entêtent, même 100 ans après, à nous expliquer qu'il ne faut surtout pas croire que l'acteur principal de 1917, l'entièreté de l'année 1917, a été des millions d'exploités et d'opprimés qui auraient décidé de se constituer en peuple souverain et en classe sociale assumée. Ben, ma petite idée à moi, c'est que pour eux, hier comme aujourd'hui, la politique c'est une affaire sérieuse, c'est une affaire de grands hommes, l'histoire c'est une affaire de grandes dates, et ça peut surtout pas être un mouvement issu d'en bas. Ça, c'est le point de vue de la classe dominante et il faut continuer je pense, à lutter contre ça. Et donc, s'il y a une image que je retiens, moi, de 1917, c'est comment ça débute. C'est la journée internationale du droit des femmes qui a été initiée par le mouvement socialiste 7 ou 8 ans auparavant. Et à l'époque, il n'y a pas une organisation politique qui pense que c'est l'heure de la révolution, pas même les bolcheviks, d'ailleurs, qui pensent que le moment n'est pas venu et pourtant, la révolution débute. Donc, je retiendrai d'abord et avant tout ça, ce mouvement issu du bas. Voilà. D'accord. Okay. Bonjour à toutes et tous. C'est vrai qu'une figure, ça fait, si je réfléchis comme ça spontanément et que j'associe révolution et figure, ce qui me vient en tête, c'est vraiment le peuple. C'est-à-dire pour moi, la figure révolutionnaire, c'est précisément le peuple et pas nécessairement
un individu qui aurait incarné un moment révolutionnaire. En tout cas, c'est l'idée que je m'en représente. C'est la foule, la masse des gens qui, à un moment donné, se fédèrent, prennent place et permettent de bouleverser l'ordre des choses. Je dis ça et dans le même temps, je veux, puisqu'on va avoir le débat, dire que moi, ce qui m'a inspiré une réflexion sur la révolution, je dirais la première révolution que j'ai rencontrée dans mon parcours militant, c'est la révolution féministe. Et comme c'est la révolution féministe, par définition, ça ne donne pas exactement la même chose qu'un bouleversement à l'instant T qui change l'ordre des choses et paf, ça marche comme ça. C'est une succession de ruptures, de réformes, de mobilisation sociale, de choses qui se passent dans l'espace institutionnel et qui, en bout de course, produisent une révolution, c'est-à-dire un changement radical des normes, des représentations, des réalités pour, en l'occurrence, les femmes. Et je dirais que le XXe siècle, il existe au XXe siècle une révolution féministe en France nette, pas qu'en France, hein, mais là je parle de cet exemple et de ce qui, moi, m'a nourri, et qui montre que c'est pas simplement l'instant, c'est contradictoire à ce que je dis, c'est-à-dire que la représentation c'est la foule, c'est le peuple qui le prend, c'est le basculement dans autre chose rapide et instantanée, et dans même temps, ma propre expérience et mon rapport à la révolution initiale a été fait par ces temps qui sont à la fois des mouvements de foule et puis des reflux, des reculs, et au total, sur un siècle, un changement radical. Se dire qu'il y a un peu plus d'un siècle à peine, les femmes ne pouvaient pas mettre un pantalon, qu'on n'avait pas le droit de prendre la pilule, que l'avortement n'était pas gratuit, qu'on n'avait pas le droit de vote, qu'on ne pouvait pas travailler sans l'autorisation de son mari. C'est incroyable et c'est pourtant une révolution dont on n'a pas l'air de mesurer qu'elle a lieu, quoi. Et qu'elle n'est pas finie d'ailleurs, hein, et qu'elle est en mouvement. Donc il y a quelque chose de l'ordre du mouvement, et donc plutôt, enfin, la révolution c'est le changement lui-même, donc il suppose une utopie, une vision, il est perpétuel, ça ne s'arrête pas, je ne vois pas un mouvement révolutionnaire dont on dirait, ben voilà, c'est totalement la fin, il y a quelque chose de perpétuel dans la révolution, donc quand tu dis refaire la révolution, pour moi, en fait, c'est forcément la faire dans un sens, dans un autre, la refaire, l'inventer à chaque fois avec des formes qui correspondent à l'époque. Mais elle est quelque part sans fin. Et du coup, juste pour introduire, dire que comment dire, il y a un idéal, il y a un romantisme aussi dans le rapport parfois à la révolution. Et en réalité, je pense qu'il y a une nécessité de la révolution. Et c'est cette nécessité qui, à un moment donné, permet à des catégories opprimées de pouvoir s'approprier leur histoire et leur destin. Et c'est ça qui est intéressant. Et quand on va vouloir discuter tout à l'heure de est-ce qu'on est dans ce moment-là, comment ça marche, ben ça part bien sûr d'un désir de révolution. Et ce désir de révolution, il est adossé à des besoins. C'est une rencontre entre un moment où on n'en peut plus, des colères, et une perspective qui nous permet d'espérer. Donc c'est la rencontre, je dirais, entre des colères, des révoltes sur l'ordre existant et en même temps la capacité à se projeter dans une vision, une espérance qui donne envie de se bouger parce qu'on pense que ça va être possible de vivre autrement et voilà, simplement de tenir tête et de changer l'ordre existant. Eric. J'étais en train de réfléchir à cette question, je me disais qu'il y a 30 ans, je n'aurais pas eu la même réponse qu'aujourd'hui. Moi, je crois que, incontestablement, pour moi, si je dois définir une révolution, si je dois en prioriser une, c'est la Révolution française. Voilà. Pourquoi ? Parce que le message, le souffle émancipateur de cette révolution, aujourd'hui on le voit, est encore quelque chose de suffisamment fort, de suffisamment puissant, pour que les puissants dans notre pays, et l'oligarchie financière notamment, essayent sans arrêt justement d'en éteindre le souffle. Alors bien évidemment, la Révolution française, avec quelque part les répliques successives qui ont émaillé le 19e siècle, 48, 71, et à bien des égards aussi les acquis du CNR, mais je dis la Révolution française, et là je rejoins ce qui a été dit précédemment, parce que c'est celle qui permet justement au peuple de naître en politique. C'est celle qui institue la souveraineté du peuple. Et on le voit bien à l'époque, c'est contre la monarchie, contre le droit divin, une monarchie une aristocratie de sang. Aujourd'hui, c'est un autre combat, c'est contre l'oligarchie financière, c'est contre la loi des marchés. Mais c'est toujours la question fondamentale, qui dirige, qui est effectivement maître de son destin. Et je crois que celui, à mon avis, qui a le su mieux justement, comprendre à la fois qu'il y avait un souffle émancipateur dans cette révolution à travers la question de l'émergence du citoyen, de la citoyenneté,
mais qu'en même temps il fallait, j'allais dire, continuer à la bâtir jusqu'au bout dans la démocratie sociale à travers la question du prolétariat, c'est Jaurès, qui effectivement, à un moment donné, au début du XXe siècle, marie la question de la citoyenneté, de l'émancipation et la question du prolétaire. Et c'est pour ça que si j'ai une révolution à laquelle me référer, et en plus de ça dont le souffle est très largement positif, eh bien c'est celle de la Révolution française. Je vais essayer de faire la bonne élève et de répondre au quiz. Sur le mot, de manière un peu évidente pour être fidèle à mon courant révolutionnaire, peut-être celui d'émancipation, simplement parce que si je dois définir la révolution, j'ai effectivement du mal à la voir comme un embrasement spontané, celle qui arrive un jour et dont on pense que le lendemain sera totalement différent, et puis avec l'ambition effectivement que chacun, chacune en bas en soit complètement acteur. Une figure, peut-être pour sortir un peu de mon courant, j'aime bien ce que dit Clémentine sur le peuple, mais je suis attachée aussi à une personnalité dans le mouvement révolutionnaire, c'est Angela Davis, parce que je trouve qu'elle dit des choses aussi sur ce que ça peut être la révolution. Elle fait pas la synthèse, mais en tout cas elle permet sur des thématiques, sur des combats, de montrer des convergences. Il y a eu une époque où nous on pensait que la lutte des classes primait sur le tout, et que tout ce qui était le mouvement féminisme, les luttes pour les droits civiques, la lutte contre le racisme, etc., c'était des luttes annexes. Et je trouve qu'Angela Davis, elle permet de dire que tout ça, bien sûr, il y a des combats spécifiques, mais c'est un combat à mener ensemble. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a besoin de montrer ces convergences-là. Il y a des nouvelles questions qui émergent, je pense, elle n'est pas tout à fait nouvelle, mais dans le combat pour l'écologie, dans le combat sur le travail avec l'ubérisation, dans tous ces combats-là, le combat sur l'antiracisme, tous ces combats-là aujourd'hui doivent trouver de la convergence, et je crois que ça fera une partie de la solution sur qu'est-ce qui permet aujourd'hui de faire révolution. Sur un événement, typiquement la révolution, c'est l'héritage qui est précédé d'aucun testament. Donc bien sûr, je trouve qu'en tirer analyse des révolutions précédentes est toujours porteur pour la suite, mais la révolution c'est aussi ce qu'il y a devant. Et moi j'ai plutôt envie de regarder dans l'aspect contemporain ce qui permet d'avoir des éléments révolutionnaires. Et parfois on regarde pas, ou on regarde pas assez bien. Je pense par exemple à l'analyse qu'on a pu faire à un moment de la révolte des banlieues. Je pense à ce qui se passe contre les violences policières, par exemple dans la lutte contre l'assassinat d'Adama Traoré. Je pense à ceux qui sont à Notre-Dame-des-Landes, je pense à toutes ces luttes-là qui, à mon avis, ont les germes d'un mouvement révolutionnaire, et j'ai envie d'analyser ces moments-là comme des prémices révolutionnaires, et c'est à cela que j'ai envie qu'on s'intéresse aujourd'hui, même si je néglige absolument pas l'analyse historique qui, je pense, est intéressante. Alors, justement, sur l'analyse historique, Olivier, tu as publié, je l'ai dit, un très beau livre qui est très utile. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, qui revient aussi sur ce que beaucoup d'historiens ont appelé, ou en tout cas ont qualifié la Révolution d'octobre comme étant un coup d'État. Olivier en fait évidemment une toute autre lecture. J'ai une question comme ça, qui est une vaste question, mais qui va me permettre aussi de nous dire pourquoi tu as souhaité faire ce livre. C'est quelles leçons finalement retenir aujourd'hui des révolutions du passé? Bon, mais je voudrais pas passer pour l'historien de service et le mec en noir et blanc, mais je voudrais quand même insister sur l'importance de l'histoire et de la mémoire, plus que du passé d'ailleurs. Il y a un philosophe, Ernst Bloch par exemple, qui a rappelé de façon générale que dans le domaine de la lutte, dans tout le domaine de la lutte, il y a des générations qui nous ont précédés et qui méritent qu'on lave leur mémoire. C'est le cas pour la révolution de 1917, c'est-à-dire ceux et celles qui se sont levés à Pétrograd pour en finir avec la famine, le tsarisme et la guerre, méritent qu'aujourd'hui, alors qu'on les attaque, on explique qu'elles n'ont pas lutté pour rien, qu'elles ne sont pas mortes pour rien, ni de la contre-révolution tsariste, ni de la contre-révolution stalinienne pour bon nombre d'entre elles, et de bolcheviques, si on veut commencer par les premières victimes des goulags, par exemple. C'est aussi une façon de perpétuer, c'est ça la réflexion d'Ernst Bloch, c'est dire, soit on pense que le passé c'est une option historique définitivement refermée, soit on pense que dans le passé se nouent différentes options possibles. C'est l'avenir devenu.
Moi, je suis pour qu'on prenne les passés comme des avenirs devenus et qu'on réfléchisse aux différentes options qui s'ouvraient à la révolution russe, parce que précisément, ça nous permet de la conjuguer au présent, à la fois pour l'actualité de la révolution, précisément parce que 1917, en octobre, en février, c'est un processus révolutionnaire dans toute sa complexité, dans des circonstances tragiques, mais c'est un vrai processus révolutionnaire. Et moi, je le dis d'autant plus en faisant un aveu que moi, j'ai eu la curiosité de rentrer à la Ligue communiste révolutionnaire à l'âge de 14 ou 15 ans, donc autant dire que j'ai été biberonné de formation politique sur la question de la révolution russe. Mais mon entrée préférentielle, ça a toujours été plus la Commune de Paris, le Tché, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, j'en sais rien, mais mon rapport au siècle politique ouvert par 17 était pas le même que d'autres générations qui étaient dans mon organisation. Et quand tu te penches sur l'expérience de la révolution russe, c'est une expérience d'auto-organisation et d'autogestion inégalée dans l'histoire de l'humanité. Inégalée dans le temps et dans l'espace. C'est pas des centaines de milliers, c'est des millions de personnes qui se sont organisées dans des comités, dans des conseils et dans des soviets. Et donc ce qui rend fascinant la révolution russe pour moi, donc je veux pas, et pour moi une fois de plus il n'y a pas qu'une expérience révolutionnaire, je suis pour faire la synthèse de toutes les expériences révolutionnaires, et moi mon état d'esprit c'est de prendre le meilleur de toutes les expériences révolutionnaires du passé, et je le dis, je le redis, je pense qu'aucune famille politique à elle seule peut prétendre incarner toute la synthèse de ces expériences révolutionnaires. Mais ce qui rend fascinant la révolution russe, c'est que c'est à la fois l'exemple et le contre-exemple de ce qu'il faut faire et pas faire dans une révolution. L'exemple, c'est l'exemple autogéré, d'auto-organisation, de tenir tête au monde entier avec ce que ça signifie. Et le contre-exemple, c'est que malheureusement, c'est l'exemple type de la révolution qui termine mal. Qui fait qu'il y a des générations entières aujourd'hui qui peinent même à croire qu'une autre société, que le capitalisme est possible, parce que ça nous renvoie à ce bilan-là. Donc c'est là où on est obligé. Et donc, dans le bilan, moi, il y a quelque chose qui m'obsède, qui est comment la bureaucratie naît. Voilà. Et ce qui est tout à fait surprenant, c'est qu'il y a une forme de bureaucratisation qui vient d'en haut, qui vient de l'étatisation, qui vient du rôle de substitution des partis. C'est ce qu'on connaît le mieux, c'est ce sur quoi il y a pas mal de familles politiques de différents bords qui ont réfléchi. Mais par exemple, l'historien Macferro insiste sur un phénomène de bureaucratisation qui est beaucoup plus dérangeant, qui vient du bas. C'est-à-dire que dès avril 1917, selon lui, donc bien avant octobre, il y a dans chaque quartier des comités qui rassemblent 100 à 150 personnes, et on commence, parce que c'est un peu la loi du genre, à spécialiser une, deux ou trois personnes qui vont commencer par être permanentes. On fait la même chose dans les comités d'usine, et donc d'après lui, on a des dizaines de milliers de personnes dès avril qui vont constituer ce que des bolcheviks de gauche, par exemple, dénonceront en avril 1918 comme étant l'armée d'employés soviétiques, c'est-à-dire les futurs apparatchiks. Et ça, c'est dérangeant pour tout le monde, parce que c'est une bureaucratisation qui est innée à tout mouvement d'émancipation. Donc c'est là, moi, où je le conjugue au présent, parce que ce dilemme-là, on le retrouve dans n'importe quelle grève, n'importe quelle mobilisation. Dès qu'on veut coordonner nos luttes, c'est comment on fait pour déléguer, parce qu'il faut déléguer pour coordonner nos activités, on ne veut pas vivre en autarcie, mais le contrôler le plus à la base. Donc c'est là où la question de l'émancipation et du contrôle à la base est extrêmement importante, si on croit au fait que l'émancipation, en effet, et la politique n'est pas affaire de grands hommes. Et ça serait bien que non seulement on le retienne pour ce qui est du point de vue de la pensée dominante, mais qu'on se le dise aussi entre nous au sein du mouvement ouvrier. On n'a pas besoin de grands leaders, on n'a pas besoin de grands hommes pour pouvoir s'émanciper et construire la révolution dont on aura besoin. On a d'abord besoin d'avoir confiance dans nos propres forces. Voilà. Elsa, c'est à toi. Toi, on va parler justement un peu du présent. Tu viens d'être élu député. Hein, tu es donc maintenant une représentante de la nation au Parlement français. Est-ce qu'on peut faire la révolution à l'Assemblée nationale, Elsa? Est-ce que je prends la question telle que tu me la poses? Je dirais qu'en tout cas, on a la capacité à donner espoir. Déjà. Bien sûr, il y a le rôle du député, avec responsabilité, avec pugnacité, avec détermination, tout ce qu'on peut faire, et même, je l'espère, avec originalité, parce que je crois qu'aussi on a besoin de réfléchir sur la manière dont aujourd'hui on investit le rôle d'élu, d'autant plus au Parlement, et je pense que de temps en temps on peut avoir l'opportunité de transgresser, d'être créatif et tout ça. Mais pour revenir sur le sujet de départ, sur la révolution, c'est toujours une tension, ce moment-là révolutionnaire, entre le fait qu'on retire des droits au peuple et qu'en même temps on lui donne espoir. C'est toujours ça finalement qui permet, enfin c'est toujours ça, ça déclenche pas toujours une révolution, mais en tout cas les révolutions ont toujours été cette tension entre le moment où on confisque du pouvoir, on confisque des droits, et où en même temps il y a une perspective d'espoir.
Ce que je crois aujourd'hui, c'est que on a une responsabilité à donner cet espoir. Je sais que tu me tends un peu une perche sur ça, mais moi j'en ai un peu ras-le-bol de dire que l'unité est un combat. Voilà. J'en ai marre de le dire en permanence. C'est vrai, c'est une réalité, on le sait tous. L'unité, elle ne peut pas se faire sur du vent, elle a besoin de se faire, et je le pense, sur un projet. Je milite pour que ce soit un projet à la fois cohérent, radical, joyeux, déterminé, inventif, culturel. Enfin, on peut y mettre beaucoup d'adjectifs, mais en tout cas, je crois qu'il doit toucher à de la clarté, à de la cohérence. Et en même temps, j'aimerais plutôt entendre dans la période que l'unité est au combat, et qu'elle est au combat parce que je crois que c'est ce qui est attendu aujourd'hui dans la population. Bien sûr, il y a l'attente de l'énoncé d'un projet cohérent, l'énoncé de perspectives politiques crédibles, financées, de propositions qui donnent envie et qui permettent de dire que bousculer l'ordre établi, ça va permettre de mieux vivre. Mais en même temps, il faut pouvoir y croire. Et que ce que je crois, ce que je perçois, c'est que bien sûr, on ne peut pas nous faire le ressucé de la vieille tambouille ou de l'unité qui ne repose sur rien. Mais en tout cas, je crois que la gauche de transformation sociale, la gauche révolutionnaire, a besoin de montrer de l'unité, de montrer de la convergence. C'est vrai, de la convergence syndicale également. On espère que le 21 sera une meilleure date. Elle était déjà très belle le 12, mais on a besoin de gagner sur cette convergence-là. Mais je crois que la convergence politique de la gauche de transformation sociale, aujourd'hui, est particulièrement attendue pour donner de l'espoir. Il n'y a pas que ça. Mais si j'ai envie de militer pour un des ingrédients aujourd'hui d'espoir, et celui dont je peux me sentir partie comptable, en tout cas comme députée, moi j'ai envie de pouvoir donner cet espoir-là de convergence. Merci Elsa. Alors c'est vrai qu'à gauche, il y a quand même aussi, autour du dé de révolution, il y a quand même un vaste débat qui s'est posé et qui continuera probablement à exister, qui est l'idée de réforme versus révolution. Eric, vous, au sein de la France Insoumise, vous êtes, en tout cas, la force que vous avez créée, c'est surtout ancré dans les luttes, vous étiez dans les rues et dans les mobilisations sociales, vous êtes aussi maintenant membre d'une institution qui est le Parlement. Elle commence quand, la révolution, Eric ? J'adore les questions de Pierre. Non, franchement, on a combien d'heures devant nous? 5 minutes exactement. On va essayer quand même aussi, j'entends la question, on va aussi essayer de rebondir les uns et les autres sur les débats que nous avons, qui en gros, comment on fait une révolution. Moi, ce que je crois, c'est que, alors je ne sais pas si la question des grands hommes ou des personnalités dans l'histoire est quelque chose qui doit disparaître du paysage révolutionnaire. Moi, je constate par exemple qu'à un moment donné, fort heureusement, qu'il y a eu quelqu'un comme Léon Trotsky pour représenter fort solitaire l'idée que le marxisme n'était pas forcément justement lié à la contre-révolution stalinienne et de laisser une flamme. Donc il y a bien un rôle d'individu dans l'histoire et je pense qu'on doit l'assumer. Par contre, il y a quelque chose qui, à mon avis, doit être tiré de leçons du passé. C'est que je ne crois absolument plus à l'idée de révolution déclenchée par des avant-gardes. Je ne crois plus à l'idée de parti d'avant-garde. Voilà. Et qu'à partir de là, ça me semble beaucoup plus pertinent dans la manière dont on peut considérer le rapport aux masses et le rapport au peuple. Je crois qu'il ne peut pas y avoir de révolution qui ne soit pas une révolution citoyenne. C'est-à-dire une révolution qui, d'une manière ou d'une autre, et ce que je crois et ce que je pose comme premier principe, c'est que dans nos sociétés aujourd'hui, dans un pays comme la France, ça passe par le fait d'être majoritaire par les urnes, donc de révolution qui ne pose pas le fait majoritaire. Une révolution citoyenne, c'est une révolution qui justement, j'allais dire quelque part, répond à la question sur laquelle c'est quand même fracassé, même si on peut parler des générations de bureaucrates, mais comme tu le dis Olivier, la question est plus compliquée que ça, c'est fracasser à un moment donné la révolution russe. Moi je ne jette pas la pierre aux révolutionnaires russes qui se sont retrouvés à un moment donné devant une situation totalement nouvelle. Mais nous, si on se retrouvait aujourd'hui dans la place à la situation, est-ce que par exemple
le fait de dissoudre la Douma est quelque chose qui passerait de manière automatique? Et est-ce que la question de la démocratie représentative, qu'on a appelée très longtemps démocratie bourgeoise, ne doit pas se poser comme étant aussi un des éléments qui peut nous permettre d'être majoritaires et de déclencher une révolution? Voilà. Moi, c'est un petit peu la manière dont je vois les choses. Donc nous, au niveau de France Insoumise, c'est clair qu'on pense que ce qui est essentiel, et je reviens à la première série d'interventions, c'est le peuple. La solution, c'est le peuple. Et que, d'une manière ou d'une autre, ce que nous devons faire toujours, avant de songer à je ne sais quelle unité partidaire, même si elle peut être assez importante à certains moments, mais c'est comment, à un moment donné, on donne au peuple justement la parole. Comment il exerce sa souveraineté, pas seulement une fois qu'il est au pouvoir, mais j'allais dire dans la vie et dans l'action de tous les jours. C'est ça, à mon avis, qui doit être la question fondamentale. Parce que je ne crois pas à l'idée qu'on passerait tout d'un coup de quelque chose de parti hyper centralisé, d'avant-garde, et qui tout d'un coup permettrait qu'on ait, une fois qu'ils auraient pris le pouvoir, la majorité donnée au peuple. Je crois que ça se construit dans la manière dont justement nous voyons l'accession au pouvoir. Voilà ce qu'on essaye de faire avec France Insoumise, avec sûrement plein de défauts. Peut-être, par exemple, par rapport au Front de gauche, une des choses que nous avons dit, c'est qu'on s'est dit, on ne va pas construire une addition de partis, un quart de parti, et après on va parler d'addition directe. On s'est dit, on va mettre en préalable la question que toute personne qui a envie de participer à France Insoumise, on ne doit pas lui poser la question de savoir s'il est dans un parti ou pas, et il pèse autant que n'importe quelle personne, qu'elle soit militante. Ça, c'est un principe. Et c'est un principe, je crois, qui permet justement une adhésion massive. Il n'y aura pas de révolution dans notre pays à laquelle pourtant je crois accessible, parce que je pense qu'il y a une réaction très majoritaire et très forte contre le système libéral et l'oligarchie financière, mais il n'y aura pas de révolution si on ne crée pas tous justement les conditions d'une implication citoyenne par centaines de milliers, par millions de personnes pour la créer, et ne serait-ce que parce qu'une fois qu'on aura pris le pouvoir, je pense que là on a raté par exemple l'occasion de pouvoir après d'autres choses près. Je pense que Jean-Luc Mélenchon, alors on peut parler de révolution ou pas, mais enfin, le programme de l'avenir en commun, par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, ça aurait été un programme révolutionnaire. Hein. Bon, eh bien, là, si Jean-Luc a vu les 600 000 voix nécessaires, je pense qu'il pouvait battre Macron au deuxième tour. Je pense que le système de la Ve République, que nous honnissons tous, mais nous aurait permis d'avoir la majorité que Macron a eu avec En Marche, et qu'à partir de là, on aurait entamé un processus révolutionnaire. Mais il n'aurait pas pu se bâtir si à côté de ça, il ne s'adosse pas une force qui permet l'implication citoyenne, à un mouvement social, à des syndicats, etc., etc. Voilà comment, à mon avis, je vois les choses, et c'est pas quelque chose qu'on renvoie au calendrier, je crois que c'est quelque chose que nous pouvons bâtir ici et maintenant, et pendant pas très longtemps. Clémentine, à l'Assemblée, vous êtes un groupe suffisamment nombreux. Aujourd'hui, les communistes sont aussi une force importante. Donc, la gauche critique, la gauche radicale a fait son entrée au Parlement. À côté, il y a aussi les luttes qui continuent, il y a la mobilisation en cours sur le travail notamment. Est-ce que finalement, par rapport à ce que notamment vient de dire Eric, les conditions te paraissent aujourd'hui réunies pour faire révolution, ou en tout cas pour changer la donne? Pareil. Déjà, juste sur notre rôle au Parlement et justement la façon dont on a envie de le faire vivre, part du principe que ça ne va pas se jouer dans l'Assemblée nationale. Simplement, c'est pas parce qu'on va gentiment batailler à 17, même si on ajoute avec les communistes à une trentaine, et même s'il y a quelques socialistes sur des trucs, bon, c'est pas là que ça va se jouer. Donc on a vraiment le désir, la volonté de faire en sorte que les batailles que l'on mène à l'intérieur résonnent à l'extérieur. Hein, et quand par exemple les boîtes de conserve, Alexis Corbière et Jean-Luc Mélenchon sortent les boîtes de conserve qui correspondent aux 5 € d'APL à l'Assemblée nationale, il s'agit bien de constituer un événement dans le pays pour éveiller les consciences et participer de cette colère et donc de cette éducation populaire et de notre rôle d'interpellation et de façon de faire symbole par rapport à ce que sont nos petits prix politiques. Et si on a décidé de prendre l'initiative d'une manifestation le 23 septembre, samedi prochain, dans la rue, ce qui n'est pas tout à fait banal, puisqu'en général, il y a plutôt l'idée que la force politique s'occupe du débat institutionnel, du champ institutionnel politique, et que les syndicats ou les mouvements sociaux s'occupent de la rue. C'est vrai que ça bouscule un peu, mais c'est vraiment dans cet état d'esprit-là de dire qu'on a besoin de faire masse avec
la population, physiquement, de prendre place, qui correspond, je pense, particulièrement à l'époque qui a été marquée par Occupy, par le mouvement des indignés, etc., et de retrouver un rapport de force physique dans la rue, populaire, pour tenir tête au gouvernement en place, et pour aussi redonner un rôle peut-être un peu différent, moins ronronnant, moins institutionnel à ce que peut être le rôle de parlementaire, de rôle de responsable politique, et de casser une forme de césure entre les deux. Donc ça, c'est pour nous un élément important. Et on estime, j'estime en tout cas, que le fait qu'il y ait des mobilisations syndicales, comme il y en a eu cette semaine, très réussies, contrairement à ce que nous raconte BFM TV, mais aussi cette semaine le 21, et qu'on continue le 23, etc., et qu'on essaye d'agréger, non pas tout le monde derrière un, mais d'essayer de quelque part d'agréger, d'emmener, de donner une dynamique, de l'élan, pas simplement par l'addition du nombre des organisations qui appellent, mais par le mouvement lui-même. C'est dans cet état d'esprit qu'on est. Alors pour répondre à tes questions, est-ce que du coup on est au bord d'une révolution? Bien malin qui peut le savoir, parce que si on réfléchit à 1789, y compris même ceux qui sont allés prendre la Bastille, le peuple qui arrive, je recommande à tout le monde de lire le magnifique bouquin d'Éric Vuillard sur cette prise de la Bastille et comment, qui a essayé de reconstituer de façon très littéraire cette journée-là. Ils y vont. Il y a un problème de famille, enfin, il y a un problème concret, un besoin, ils prennent la Bastille, ils prennent confiance dans leur force, ils y vont sans nécessairement savoir qu'est-ce qui va se passer derrière. C'est-à-dire jusqu'où va aller le processus qu'ils déclenchent. Mais ils prennent conscience en eux, ils prennent la Bastille, ils y vont et ça continue, et il y a quelque chose qui s'en mange. Donc on ne peut absolument pas savoir quelle va être l'étincelle, qu'est-ce qui va provoquer à un moment donné ou pas cette mobilisation, cette prise de conscience et cette force commune qui décide de s'emparer de la rue et de tenir tête au pouvoir en place. C'est ça qui est compliqué. En revanche, notre travail, il est aussi un travail en amont. On a parlé de Trotsky, on a parlé de 1789, etc. On peut aussi parler de Gramsci et de tout ce travail nécessaire d'éducation populaire, de conscientisation, enfin comment en tout cas déjà gagner un peu le débat d'idées est un préalable important à la mobilisation populaire et donc à la possibilité d'un processus de nature révolutionnaire. Et ça, c'est très important. Et ce qui me donne de l'espoir, pour répondre à ta question, c'est que je ressens un parfum très différent ces dernières années, un regard de conflictualité sociale, de lutte des classes, de rapport de lutte des classes, et que je ressens à deux niveaux, à ma modeste échelle, qui a été d'abord dans ma campagne législative à Sevran, Villepinte-Tremblay, territoire très populaire. Et dans les quartiers les plus populaires, je n'ai pas vu depuis très longtemps, pas entendu comme je l'ai entendu là, des formulations qui sont vraiment des formulations de rapport de classe. C'est-à-dire qu'il y en a marre, il y a ceux qui ont tout là-haut et nous qui n'avons rien, ils prennent l'argent et on n'en peut plus de cette situation. Et donc vraiment un raisonnement qui est un raisonnement en termes, je trouve, de conflictualité sociale et de rapport de classe. Et ça, il me semble que, y compris la campagne de Jean-Luc Mélenchon, a participé de ce point de vue à travailler cette question-là, de ce rapport de classe. Et deuxième élément qui n'est, à mon avis, pas anecdotique non plus, c'est qu'il y a un parfum de révolution, et je pèse le mot, dans le monde artistique aujourd'hui. Alors, je ne suis pas une experte de tout le monde artistique, mais j'aime particulièrement la littérature contemporaine, et je peux vous assurer que par rapport à ce qu'on lisait dans les années 90-2000, où l'autofiction avait la main, aujourd'hui, on a des romans contemporains, et pas de l'underground, pas de la marge de ce que nous, on aimerait lire, et je parle de romans populaires qui nous parlent de révolution. Et ça fait un moment, il y en a eu plusieurs, je ne vais pas les citer comme ça, mais là par exemple vous lisez le livre de Lola Lafont, qui a déjà écrit La petite communiste qui ne souriait jamais, Lola, qui a été un best-seller, mais il y a celui qu'elle sort à la rentrée qui s'appelle Merci Mary Patty, ça parle vraiment d'un truc trash révolutionnaire. Et vous avez beaucoup de romans où le parfum est là, sans savoir où va cette révolution, mais c'est espèce de l'ambiance, les corps, la volonté d'être dans la rue, la volonté de bouleverser un espèce de ronron. Et il me semble que la politique européenne, telle qu'elle s'impose à nous depuis 30 ou 40 ans, qui ronronne, qui est la même, qui arrive à bout de souffle parce que les alternances ne fonctionnent plus, c'est-à-dire qu'on a compris qu'on pouvait voter PS, puis UMP, puis revoter PS, puis machin, c'est toujours les mêmes, on a le même résultat. Moi j'ai le sentiment qu'on arrive à un point là, qui est un point où les Français, et à l'échelle européenne, il y a une prise de conscience qu'on tourne en rond et qu'il va falloir trouver une porte de sortie très différente.
Et cette porte de sortie très différente, j'espère qu'on va pouvoir la trouver, qu'on ne va pas avoir un Thatcher-Blair, un mélange de Thatcher-Blair en France qui nous met la tête dans le sac et qui nous empêche ensuite de la relever, et qu'au contraire, il n'y aura pas de résignation, qu'il y aura bien une capacité à tenir tête, et ça se joue là. Moi j'insiste, il y a quelque chose, ça ne veut pas dire, je ne dis pas que la révolution elle se joue là dans les semaines qui viennent, mais je pense qu'on a une fenêtre de tir là, dans les semaines qui viennent, extrêmement importante, et que je ne sais pas si l'étincelle va arriver, mais peut-être qu'il y a dans l'ambiance du pays des potentialités dans ce pays de la Révolution française, dans notre pays qui a quand même un peu de soubassement de ce point de vue-là, qu'on a sur le pied, et bien une capacité à ne pas se résigner, à faire vivre la colère, à descendre dans la rue, à tenir tête à Macron et à donner une perspective, à ouvrir une perspective et une espérance, tout simplement d'une vie meilleure. On n'est pas obligé de subir ces politiques néolibérales sans fin et en disant merci, merci Macron. Voilà, c'est l'espoir que je nourris, et je pense qu'on a intérêt aussi à être volontaire et pas trop défaitiste. Je viens d'une famille politique qui s'est pris quand même un paquet de défaites. Olivier en parlait sur ce qu'on a subi, double échec, hein, l'échec de l'expérience de type soviétique, mais aussi l'échec de la social-démocratie partout en Europe, qu'on a été quand même bien habité par cette défaite. Et mon sentiment, mais je peux me tromper, peut-être que c'est l'optimisme de la volonté qui l'emporte, c'est qu'on est en train d'entrer dans un nouveau cycle politique où l'idée qu'on peut gagner, où l'idée qu'il y a à nouveau quelque chose qui doit s'ouvrir parce que ce néolibéralisme est insupportable, et bien qu'on est en train peut-être d'entrer dans ce nouveau cycle, et que ce nouveau cycle est porteur d'espoir. Merci Clémentine. Tu as parlé de rapport physique à la révolution et d'une manière générale à la mobilisation, ce qui m'emmène à poser une question à Olivier sur la question finalement de la légitimité de la violence aussi dans les mouvements révolutionnaires. Et est-ce qu'on peut faire révolution sans violence aujourd'hui? Non mais... T'as posé une question BFM là, tu sais ou pas? Oui, la question de la violence révolutionnaire, elle est légitime. Bien entendu que la question de la violence, elle se pose à tout processus révolutionnaire, quel que soit le scénario d'une révolution. Et par ailleurs, personne ne peut pronostiquer un scénario de révolution. Et d'ailleurs, celui qui s'amusera à pronostiquer un scénario de révolution, il faudra tout de suite s'en méfier, parce que justement, c'est tout sauf envisageable, exactement, si c'est ce qu'on... Si on croit un minimum à ce qu'on raconte tous et toutes, c'est-à-dire la population, la base, les travailleurs, les jeunes, les retraités, la population dans son ensemble, opprimée, exploitée, qui décide. Donc, quel que soit le scénario, tous ceux qui ont tenté, les armes à la main, la guérilla, par la grève générale, par les urnes, se sont tous retrouvés confrontés à la même situation. C'est une minorité qui ne se laisse pas faire, qu'à l'appareil d'État qu'à l'appareil d'État avec, qui réprime, et qui réprime dans le sang. Du Chili, l'Espagne, la Commune, la Révolution, on peut toutes les prendre. Et l'appareil d'État, depuis toutes ces expériences-là, il n'a pas franchement diminué. Il n'est pas franchement devenu plus sympa. Il suffit de voir les dernières manifestations, parce qu'on dit tous et toutes. Le problème, c'est pas optimiste ou pessimiste. C'est simplement de considérer le rapport de force de classe tel qu'il est. Le droit de manifester, camarades, rien que le droit de manifester, il est en train de partir en lambeaux depuis la loi El Khomri. Puisque toutes et tous, on sait que le simple fait de manifester, c'est devenu extrêmement compliqué. Et qu'il y a un vrai tournant autoritaire qui a été pris. Et qui n'est pas prêt d'être arrêté. Donc ils nous parlent lutte de classe, il faut qu'on leur parle lutte de classe. Voilà. Et tout n'est pas peuple. Les classes sociales, moi je suis pour parler du peuple et de la population si c'est une entrée pour parler des questions sociales et du rapport de classe. Si c'est un grand ventre mou diluant, espèce de masse sombre face à l'oligarchie, pardon, mais il y a des points de repère où on est en deçà de notre propre adversaire. Donc la question de la violence, c'est pas nous qui nous la posons, elle est vieille comme le monde. Pour moi, c'est la question de l'autodéfense dans un processus révolutionnaire. D'où les questions d'obsession bureaucratique. Parce que la question de la gestion de l'autoprotection d'une révolution, c'est-à-dire d'utiliser la violence face à la violence que vous subissez, on le sait d'expérience, c'est le nid même de la naissance de la bureaucratie. Pourquoi? Parce que le temps militaire, c'est le temps court. Quand il faut prendre une action et réagir, on ne le fait pas en congrès, on ne le fait pas en assemblée parce qu'on n'a pas le temps. Donc c'est là où on délègue le plus, et c'est là où généralement on a un corps qui se sépare le plus vite. Et là aussi on a une longue expérience pour savoir qu'en général, les bras armés, les secteurs armés, c'est ceux qui s'autonomisent le plus vite. Sur la révolution russe par exemple, je recite Victor Serge et la Tchéka qui s'est très très vite autonomisée, à telle enseigne que par exemple quand la peine de mort est abolie par le pouvoir soviétique, ça durera que quelques mois, la première réaction de la Tchéka,
quand ils apprennent que le pouvoir soviétique vient d'abolir la peine de mort, c'est d'exécuter tous les prisonniers qu'ils ont dans la cour, pour bien leur montrer que c'est eux qui ont le pouvoir. Donc on sait que c'est un dilemme, hein. Une fois que j'ai dit ça, j'ai pas toutes les réponses. Mais on est obligé de gérer cette question-là, mais avec cette préoccupation. Et cette préoccupation-là, ça veut dire inventer en effet un nouveau type de mouvement où, comment dire, on puisse empêcher la professionnalisation et la séparation des tâches et de la représentation politique. Moi, je suis obsédé par ça. Alors en effet, c'est peut-être que derrière ça, il y a la question avant-gardiste, mais la question avant-gardiste, si on veut rompre avec, elle est très large. Hein. C'est pas simplement les organisations qui peuvent être organisées, avant-gardistes, hein, si on veut être très franc. Il y a toute une série de courants très radicaux aujourd'hui qui sont anti-organisationnels au possible, il n'y a pas plus avant-gardistes. Et puis on a des camarades qui nous expliquent aussi que l'heure n'est plus au parti, mais qui peuvent être très avant-gardistes dans ce que moi, je ne veux plus de l'avant-gardisme, c'est l'idée, il faut expliquer aux gens. Bon ben moi je suis pas d'accord avec ça. Et je vous le dis tout net, et là c'est le bilan critique que je fais sur ma propre famille politique. Si vous lisez par exemple, pas raison surtout, mais il est très intéressant, Rancière, il propose d'en finir avec le rapport professoral. C'est-à-dire il y a les ignorants et puis ceux qui savent. Alors lui, il l'amène par le biais de l'éducation, les travaux de Jacotot, j'y connais rien du tout en sciences éducatives, je vous le dis d'emblée, mais il dit plutôt que de partir de l'inégalité présupposée en termes d'éducation, il faut partir de l'idée d'égalité présupposée. C'est super dérangeant parce que nous, c'est super sain comme réflexe. On se dit qu'en termes d'éducation, il faut mettre le paquet dans les quartiers populaires, donc il faut donner le plus de moyens à ceux qui a priori sont le plus victimes des inégalités sociales. Et Rancière, il dit non, d'un point de vue éducatif, il faut faire l'inverse. Il faut partir de l'idée que tout le monde, quel que soit le degré d'inégalité sociale, et il y en a, tout le monde a les compétences potentielles. Le problème, c'est pas d'expliquer, c'est de trouver les cadres qui permettent de révéler ces compétences. En termes éducatifs, j'y connais rien. En termes militants, ça me parle grave. Parce que je crois que le problème, c'est qu'on n'a pas besoin de professeurs rouges, noirs ou verts pour expliquer aux exploités, aux opprimés pourquoi ils sont exploités et pourquoi ça va mal, ils le savent. Le problème, c'est un cadre de confiance collectif. Et ça, pour l'instant, personne n'a su l'inventer, quels que soient les succès politiques du moment. Alors oui, l'unité, on en a besoin. Alors là, je reviens un peu terre à terre. Le 21, le 23, si à l'occasion ça devient un peu unitaire, je retourne la perche pour savoir si oui ou non, au-delà du 23 d'ailleurs, on pouvait simplement se voir tous et toutes pour discuter du calendrier de mobilisation sociale qui nous attend, le 21, la rentrée universitaire, et simplement donner de la visibilité, justement sans forme de substitutisme, mais participer à ce cadre de confiance pour ceux qui sont organisés, tous ceux qui ne le sont pas et qui font de la politique au bon sens du terme, parce qu'il y en a aussi beaucoup, et c'est aussi pour ça que moi j'ai des bonnes raisons d'y croire. Alors, je vais forcément passer du coup la parole à Eric. Je crois qu'il y a eu une question, en tout cas qui dépasse la seule question que j'aurais pu te poser, mais je vais quand même te poser la question que j'avais prévu de te poser, puisque quand même, on est quand même dans un contexte où l'intolérable aujourd'hui est toléré et où les conditions justement de la mobilisation sont en train de se créer. Et donc finalement, manifester, effectivement il y a des appels à manifester, est-ce que ça sera suffisant? Et est-ce que justement, je ne vais pas poser la question d'Olivier, je vais te laisser répondre à la question d'Olivier du coup. Donc c'est Olivier qui fait le débat, en fait. Non mais c'est pas grave. Non mais ouais, elle est très bien. Non mais je voudrais aussi revenir à... Je vais y répondre, hein. C'est pas pour... Je voudrais revenir aussi à la question sur la violence révolutionnaire. Moi je crois que ce qui aujourd'hui distingue notre époque, c'est que le capital n'a jamais été aussi violent. C'est de ça dont il faut partir. Et la question de l'oligarchie et le peuple, alors d'abord ça nie pas les classes sociales. On a une analyse marxiste, effectivement, du rapport de production et de qui détient le pouvoir, c'est évident. Mais simplement, le troisième âge du capitalisme, celui qui en réalité nous intéresse parce que c'est celui qui, quelque part, est hégémonique, qui étend son emprise idéologique. C'est un capitalisme d'un ère, d'un temps nouveau. C'est celui de la rente capitaliste. C'est celui qui fait en sorte qu'un très petit nombre, en réalité, d'individus monopolise le pouvoir à l'échelle nationale et internationale comme jamais on l'a vu. Et c'est en ça que la définition de la question du peuple contre l'oligarchie prend tout son intérêt. Parce que jamais peut-être on a eu de manière aussi nette justement un affrontement de classe entre ceux qui
qui spéculent, qui ont les actions, qui dominent au niveau du capitalisme financiarisé, et tous ceux, de manière très globale, les salariés en premier lieu, qui n'ont en réalité que leur force de travail pour vivre. Bon, et ça, quelque part, ça nous permet de revenir, ou peut-être justement comme les problématiques se sont posées de la même manière en 89, au fait qu'à partir du moment où cette multitude, ce peuple politique n'a plus de pouvoir, parce qu'on le contourne sans arrêt, que quand ils votent non à 2005 à un traité constitutionnel européen, on s'arrange pour refaire passer une constitution par la fenêtre, etc., etc. Quand il n'a même pas l'occasion de voter contre le CETA, eh bien, on va faire en sorte qu'il soit appliqué dès le 21 septembre sur une décision uniquement de la Commission européenne. Ce problématique de qui contrôle, qui a le pouvoir, n'a jamais été aussi fort. Et c'est pour ça qu'on utilise la question du peuple. Elle est évidemment efficace, efficiente, comme elle l'était au moment de 1789. Et de ce point de vue-là, oui, moi je crois que c'est ça qui explique avant tout, justement, pourquoi on est peut-être dans une période révolutionnaire. Parce qu'il y a deux solutions quand on prend le pouvoir de manière aussi importante sur le peuple. Soit quelque part c'est la barbarie, c'est-à-dire on s'enfonce de plus en plus sur une version, très franchement, qu'on n'analysait pas de la même manière dans les années 70. C'est-à-dire que l'évolution du capitalisme aujourd'hui, il est quasiment d'essence totalitaire. Dans la manière dont il contourne justement les souverainetés et nous prend prend de manière inédite, subtilise nos richesses collectives. Mais ça fait une chose, ça provoque quelque chose, c'est que nécessairement il y aura réaction. Alors elle peut être une réaction identitaire, hein. Elle peut être une réaction nationaliste, on le voit bien. Si nous on n'arrive pas à répondre à la question, le danger Le Pen n'est pas un danger derrière nous. Mais elle peut être aussi, c'est ce que disait Clémentine avec justesse, on le sent bien, on est dans une période d'instabilité forte, terrible. Bon, et par exemple, le fait aujourd'hui que ce soit Emmanuel Macron qui a le pouvoir, c'est quelque chose évidemment de singulier. C'est même pas la droite. La droite, par exemple, à un moment donné, la droite, elle avait une assise populaire. Il y avait des ouvriers qui votaient à droite. Bon, aujourd'hui, l'assise d'Emmanuel Macron, c'est ceux pour lesquels il fait sa politique, c'est-à-dire les hyper riches. Et ça, vous ne faites pas une politique avec une base sociale aussi étroite. C'est pour ça que je pense que nous sommes dans un moment instable où la question de la révolution, telle qu'on l'entend, peut être posée à une échelle d'années. C'est quelque chose qui est totalement possible de par la violence qu'eux-mêmes exercent. Sur la question de l'unité du 23 septembre, etc. Alors d'abord, posons une chose. Il y a eu des élections. Moi, je me rappelle, Olivier, le NPA, à un moment donné, quand il y a eu plus de 5% des voix, je me rappelle être venu au premier congrès du NPA, et ce que se disait le NPA, c'est qu'entre le NPA et le PS, il n'y avait plus rien. D'accord ? Nous, on venait en tant que front de gauche, on essayait de faire l'unité des partis, on essayait de construire, on disait c'est pas si simple que ça, et je me rappelle, alors tu peux nous dire que tu peux nous rejeter quelque part la même problématique avec les 19% de voix, mais qu'il y avait cette illusion. Bon, nous n'avons pas l'illusion de tout représenter avec 19% des voix. Mais nous n'allons pas non plus ignorer que nous avons eu 19% des voix. Pas seul, avec un programme. D'abord, les gens, ils ont adhéré à un programme. Ne prenez pas les gens pour plus stupides qu'ils sont. Moi, j'ai été faire une campagne dans les quartiers populaires, au plus profond des quartiers populaires pour législatives. Certes, les gens, vous disiez le mot Mélenchon, c'est ça qui ouvrait la discussion politique. Mais ils avaient lu le programme. Ne croyez pas que c'était une adhésion juste à une personne, c'est pas vrai. Et c'est juste de dire qu'ils n'ont pas, de ce point de vue-là, besoin de professeurs rouges et qu'ils savent ce qu'il peut y avoir dedans. C'est là d'abord l'adhésion à un programme. Mais le fait aujourd'hui, pour nous, en termes de responsabilité, d'avoir eu un résultat que n'ont jamais eu notre espace politique à une élection depuis très très longtemps, nous donne des responsabilités. Et la responsabilité que nous prenons, je te le dis, c'est le fait effectivement qu'on se dit que le 23 septembre, dès lors que nous initions une mobilisation et que nous pouvons penser, et ça c'est totalement nouveau, qu'un mouvement politique puisse penser qu'il peut initier une mobilisation de 100 000 personnes, on en conviendra tous en même temps. On vient de passer 30 années où les seuls môles de résistance étaient les môles syndicaux, où les seuls môles de résistance étaient attaques des associations. Les partis n'étaient pas capables de mobiliser. Le fait qu'aujourd'hui, il y ait un mouvement qui soit né, qui soit capable de mobiliser, dont le champ n'est pas strictement politique au sens où on l'entend, je pense que c'est une chance pour tout le monde, que tout le monde devrait dire. L'erreur que nous ferions, c'est si on disait que le 23 septembre, contre le coup d'État de Macron, c'est une marche de France Insoumise réservée à France Insoumise. Et la réponse, Olivier, je te la fais, je l'ai fait, tu sais très bien que je l'ai dit via médias interposés, et je te l'ai dit l'autre jour à un meeting, c'est une marche initiée par nous et que nous mettons à disposition de tout le monde.
Tout le monde peut venir avec ses slogans, tout le monde peut venir sous ses drapeaux. Nous avons proposé une réunion, et nous la ferons, je pense, je dois revenir notamment vers les camarades qui vont appeler, et à d'autres organisations qui font partie d'un cadre unitaire dans lequel nous sommes aussi. Nous avons proposé une réunion pour voir les conditions justement dans lesquelles tout le monde peut participer de manière à l'aise à cette marche, et nous le ferons, parce qu'il y a deux choses. Il y a l'idée de savoir comment on crée un cadre de recomposition, et là c'est vrai que nous avons en tout cas la modestie de penser que c'est pas inintéressant ce qui est en train de faire France Insoumise. Mais l'autre chose, c'est qu'on ne fait pas le tri quand il s'agit de s'opposer à la politique de Macron. On n'a pas fait le tri quand on a, au niveau de l'Assemblée, proposé un recours constitutionnel, et on l'a proposé au PS, on l'a pas proposé au PC, on n'a même pas fait le tri sur un amendement dont on le verrait aux Républicains, on a été jusqu'à le proposer aux Républicains parce qu'on estimait que c'était le contenu qui pesait. Alors le moins qu'on puisse dire, vous imaginez bien, c'est que tous ceux qui s'opposent à Macron venus du camp de l'émancipation, évidemment, nous appelons à ce rassemblement, et c'est l'essence du 23, et j'espère que nous serons des dizaines de milliers. Et si nous sommes le nombre que j'espère, vous verrez que ça servira de tremplin, et j'allais dire d'accélérateur pour la prochaine journée d'action syndicale qui aura lieu après. Tout ça est en train de se nourrir, et de grâce, ne regardons pas qui initie, qui lance les choses, mais nous sommes dans une situation trop grave pour ne pas nous saisir de chaque occasion dès lors que j'ai justement quelque chose sur la table. Nous, c'est ce qu'on a fait. Merci Eric. Du coup, on va finir le tour de table avec Clémentine et Elsa. Après, on vous passera la parole parce que je suppose que vous avez plein de questions à poser et on prendra un peu de temps pour ça. Mais quand même, Eric a parlé d'Emmanuel Macron, quand même, qui devrait être presque un élément déclencheur de la Révolution. Lui-même revendique l'héritage de la Révolution, puisqu'il a lui-même publié un livre qui s'appelle Révolution, se revendiquant Gramsci, enfin bref. Du coup, Elsa, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que finalement, c'est pas de ce côté-là que se passe la Révolution aujourd'hui? La Révolution libérale, en l'occurrence. Bon, ça va me permettre d'être rapide pour passer la main à la salle. C'est un hold-up d'avoir utilisé ce mot de révolution. On le voit, on est tellement dans la continuité des politiques libérales. Ce qui est vrai, c'est que je crois qu'il a compris une chose pendant cette présidentielle, plusieurs d'ailleurs. Il a su saisir un moment politique de refus des formes traditionnelles des partis politiques, le refus des grands hommes, et pourtant il a tenté en permanence de les incarner. Mais aucunement on peut parler de révolution, mais même dans les pratiques institutionnelles. Enfin, aujourd'hui, ils essayent de faire comme les grands, comme les prédécesseurs, ils n'y arrivent pas parce qu'il y a quand même un peu de bordel et de nouveaux qui sont pas forcément dans les rails, mais qui en tout cas tentent en permanence de suivre les rails précédents. Donc très honnêtement, vraiment non, enfin à aucun moment on se sent absorbé par quelque chose qui nous paraîtrait nouveau et qui pourrait être séduisant. D'ailleurs, enfin, moi je remarque que pendant la campagne présidentielle et législative, on avait ressenti qu'y compris dans les milieux populaires, qui pour le coup n'allaient pas voter Macron, dans ceux qu'on croisait, il y avait une forme à se dire bah, pourquoi pas, peut-être que ce sera, peut-être qu'on a quelque chose à en attendre et qu'il pourrait se passer quelque chose avec Macron. Regardez à quel point ça a décroché très très vite, aussitôt les premières réformes annoncées, aussitôt les premiers discours et les prises de position. Donc je crois que le hold-up est d'ailleurs bien compris, il est assez brutal. La question maintenant c'est comment ce choc reste pas atone, mais comment il s'exprime. Merci Elsa. Alors on va finir avec Clémentine et puis après je vous passe la parole. Clémentine, tu as parlé tout à l'heure du côté romantique de la Révolution. Donc j'ai envie de te poser la question, est-ce que tu sens dans le pays un désir de révolution, et toi-même est-ce que tu as un désir de révolution? Alors en plus, le romantisme révolutionnaire, c'est vraiment pas du tout mon truc. J'ai un rapport assez... Oui, mais justement pour dire que c'était pas mon approche de la révolution, du tout. Vraiment pas du tout. Non mais c'est vrai. Je suis désolée. Voilà. Pas un rapport romantique, j'ai un rapport, je sais pas comment on peut dire, mais concret, pragmatique, viscéral. Je suis pour qu'elle advienne, pour qu'elle modifie concrètement la vie de ceux qui aujourd'hui souffrent des politiques qui sont menées. Donc je me souviens plus du coup quelle était ta question. C'était pas sur le romantisme. Oui, mais d'accord, mais oui, j'ai un désir de révolution. Mais ça, j'avais l'impression d'avoir plutôt répondu sur la question de savoir si je sens un désir de révolution. Mais je veux bien dire une ou deux choses sur le débat qui était venu. Oui, j'ai répondu et en même temps,
je ne sais pas si, pour qu'elle soit désirable, il faut qu'il y ait une conjonction de tellement de choses, et je ne sais pas si ça se joue exactement sur la question du désir, en fait. Ça se joue sur la nécessité, sur beaucoup de choses qui ne relèvent pas simplement d'un désir subjectif, même si le désir subjectif est important. Bref, enfin peut-être qu'il y aura ce débat là dans la salle, mais je voulais répondre à Olivier sur au moins une chose par rapport à Rancière, à l'auto-organisation, etc. Moi j'adore Jacques Rancière, donc c'est bien, ça bouscule en plus énormément, donc c'est parfait. Le tirage au sort pour lui c'est la démocratie véritable, donc il arrive à chaque fois, il nous emmène dans des réflexions et des choses qui nous bousculent profondément. Et dans le même temps, je vois une petite, comment dirais-je, c'est-à-dire que l'auto-organisation et la revendication qui est la réunion unitaire des chefs des organisations ne me paraît pas totalement cohérente. Donc on est devant un os aussi aujourd'hui pour savoir comment construire des formes d'organisation qui ne ressemblent pas à ce qu'on a connu au XXe siècle et à l'accaparement par un petit nom, par une logique d'avant-garde, par une direction qui décide à la place des gens. Et je trouve qu'au moins on se pose cette question-là, mais je ne suis pas sûre qu'on ait parfaitement la réponse. Et y compris pour faire du neuf, aussi bien comme ça s'est posé au NPA, que ça s'est posé à la France, que ça peut se poser à la France Insoumise, qui est également que quand une organisation avec des cadres politiques qui ont l'habitude de discuter, l'habitude de prendre la parole, et que d'un seul coup viennent des personnes qui font de la politique pour la première fois, qui n'ont pas les mêmes codes, qui n'ont pas envie de s'asseoir pendant 2 heures et d'avoir ces formes-là de réunion et d'organisation, on voit bien qu'on est devant concrètement un os, qui est un vrai os, qui n'est pas un... Je veux dire, c'est concret. Parce que il faut arriver à faire matcher tout ça, c'est-à-dire à faire en sorte qu'il n'y ait pas ceux qui font, organisent, etc., ont une habitude des formes classiques de faire de la politique, qui du coup prennent le pouvoir sur ceux qui viennent et qui n'ont pas ces codes-là, qui n'ont pas ces formes-là intégrées, qui auraient envie de faire autrement. Et donc dire que tout le monde est égal a priori, moi ça me va très très bien. Je constate juste que dans la pratique politique, on est devant une vraie difficulté et qu'il faut se la dire. Et que c'est pourquoi le besoin d'expérimenter des formes qui peuvent être nouvelles et pas forcément délégataires classiques, au sens où on a sa cellule, on désigne dans une démocratie représentative classique qui va au-dessus, etc., la direction, pour au final d'ailleurs constater que c'est quand même toujours les 3 mêmes qui décident dans leur bureau, quel que soit le processus qui amène à cette représentation. C'est une vraie difficulté. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire que j'ai la réponse, je suis en train de dire qu'il faut qu'on se pose ces questions-là et qu'on les assume pleinement pour arriver à imaginer quelles peuvent être les formes d'organisation profondément démocratiques et profondément adaptées aux exigences de modernité que rencontrent aujourd'hui des populations qui veulent faire de la politique, qui ont envie de s'en mêler, qui ressentent ce que tu dis, voilà, qui savent ce que c'est concrètement que ce rapport de classe qu'il va falloir mener, mais qui ne trouvent pas l'espace politique dans lequel eux sont à l'aise, parce que nos espaces politiques, ils ressemblent à des espaces politiques qui en réalité ne le sont pas ouverts et sont fermés sur nous-mêmes. Donc oui à l'unité, moi je suis pour une réunion qui permette pour le 23 de mettre tout le monde dans le coup, je suis totalement d'accord avec ça, mais vraiment, et en même temps je dis, vraiment, et en même temps je nous dis à nous tous, que l'addition de nos courants et de nos forces et de nos organisations ne suffit pas à produire la dynamique et que donc ce que nous avons inventé, c'est la forme, les formes d'organisation qui vont permettre de faire ce neuf qui correspond à l'époque, qui correspond au nouveau cycle politique qui s'ouvre et qui permettent d'inclure véritablement les populations qui aujourd'hui devraient être dans le coup et qui se trouvent marginalisées dans nos espaces politiques. Voilà. Merci à tous les quatre. Je propose de prendre 4, 5, 6 questions et puis on fera un tour de table et on conclura. Oui, moi j'ai une remarque et que j'ai été soutien de la France Insoumise. Je pense que pour que l'union des forces puisse exister, il faut qu'il y ait un respect. Et un respect vis-à-vis des communistes, ça me paraît essentiel. Et puisque vous êtes là aujourd'hui, je vous le dis, je pense que ce respect, le groupe qui dirige FI, parce que moi je ne sais pas comment c'est dirigé, et bien en soutien, je n'ai pas vu comment ça fonctionnait démocratiquement. Mais le groupe qui dirige FI n'a pas de respect pour les communistes aujourd'hui. Et ça va finir par se dégrader très fort. Donc pour moi, vous voulez une position hégémonique, et tous les beaux petits mots qui ont été annoncés là pour essayer de tenir, etc., en réalité, moi je ressens la manip. Ça pue la manip. Et donc c'est très désagréable. Et si vous continuez
à ne pas respecter les communistes, à force, votre mouvement, il va se casser la gueule. Parce que quand vous êtes dans une manif, qui est-ce qu'il y a? Il y a d'abord des communistes. Moi, je vois une chose aussi qui tranche dans la façon dont les gens aujourd'hui s'organisent et font des choses. Je le vois par exemple dans la lutte qu'il y a actuellement à Rennes autour du logement des migrants. Aujourd'hui, il y a des gens qui investissent et qui disent maintenant on arrête de passer notre temps à secouer des décideurs politiques élus dans les conseils municipaux, à l'Assemblée nationale, etc. On arrête ça, on fait. Et aujourd'hui, les gens qui sont investis là, sur l'hébergement des migrants à Rennes, ça fait déjà plusieurs années qu'il y a ces luttes. Aujourd'hui, ils font. Alors ils font, ça se traduit par des expériences de squat extraordinaires. Là, cet été, pendant un an, il y a un vieil EHPAD qui a été investi par les migrants et par les associations qui les soutiennent. Et il y a une forme d'occupation et d'autogestion dans cette lutte-là. Et ça, je pense que là, il y a aussi à regarder des formes d'action différentes. Et quelque part, ces gens-là, ils font révolution aussi, en faisant les choses et en s'organisant. La question, elle va devenir comment tout ça prend de la cohérence. Et comment toutes ces expériences-là, elles permettent de fédérer de plus en plus de force et de trouver des liens entre les différentes formes de lutte. Et là, je pense qu'effectivement, il faut qu'on travaille sur le projet à plus long terme, parce que c'est ça qui va donner de la cohérence, et c'est ça qui va donner de la visée, et c'est ça qui va aussi permettre à engendrer encore plus de rupture. Moi j'ai une question à Olivier sur la question préparatoire, sur la réunion préparatoire du 23. Moi j'ai entendu Eric répondre oui, j'ai entendu Clémentine répondre oui. Donc maintenant on voit le problème en fait. La date de la réunion. Bon, 2 questions supplémentaires et puis on fera un dernier tour de table. Oui, bonjour. Moi ça fait 40 ans que je suis communiste, et quand j'entends des communistes demander le respect, je me pose la question. Le communisme, il a des périclités. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous ne savons pas gérer nos propres contradictions et nos propres conflits. Le Parti communiste français actuellement, il est encore au bord de la scission. Et en fin de compte, moi je me dis qu'il faut être communiste insoumis, parce qu'autrement, on devient de plus en plus faible et on est même plus crédible. Parce que si on demande le respect sans voir que la grande nouveauté de la France insoumise, c'est l'humanisme avec la conscience de classe, eh bien je crois qu'on a en fait un communisme plus réel que le communisme bureaucratique que souvent on a eu et qui a conduit à des scissions à l'intérieur du Parti communiste. D'autres questions ou on peut faire un dernier tour? Enfin, c'est pas vraiment une question, c'est une affirmation. Moi je crois que la question de l'unité, elle se pose de la base au sommet, du sommet à la base. L'unité au sommet, il ne faut pas s'abriter derrière le fait, oui, c'est pas la peine de faire l'unité entre les partis parce que c'est formel, etc. Ce qui compte, c'est la base, c'est le mouvement spontané du peuple. Non, l'unité au sommet, elle encourage la base et le mouvement du peuple. Et inversement, le mouvement du peuple et l'unité des organisations populaires et des syndicats dans l'action, c'est aussi quelque chose qui peut encourager l'unité au sommet. Et de toute façon, on ne gagnera que si on est unis sur des valeurs fondamentales. Et les valeurs fondamentales, tous ici, on partage les mêmes. Alors, arrêtez les querelles d'appareil, les querelles d'ego, c'est moi le premier, c'est moi le dernier, etc. Que tout le monde se saisisse de l'opportunité qui vient d'être annoncée pour le 23, pour participer au 23, avec ses bannières, avec son chant, l'international, parce que dans l'international, il y a tout. Oui, justement,
l'intervenant précédent vient de parler de l'international. Donc moi, quand j'entends les discussions, j'ai toujours un problème. On fait la révolution où? En France ou pas? Bon, donc, parce que, bon, ça a été dit par Eric, effectivement, maintenant, c'est une oligarchie qui domine au niveau du monde. Bon, qu'est-ce qu'on fait par rapport aux travailleurs chinois qui travaillent pour 20 €? Bon, voilà, on est en concurrence avec eux. Tant que ce problème au niveau international n'est pas réglé, on n'y arrivera à rien. Allez, on revient. Comment? On est bon. Allez, on refait un dernier tour de table. Olivier, à toi. Et là, tu poses pas ta petite question habituelle. Hein? Bah, d'abord sur le 23 et la suite, parce que ça dépasse le 23, il est où le problème? Bah, pour l'instant, il y en avait un. Donc déjà, il faut l'admettre. Il faut discuter de ça. Et moi, je suis pour en discuter tranquillement. Et partir d'un constat, c'est qu'en effet, dans la situation actuelle, là, on parle pas de bidouillage, de recomposition politique, on parle d'un truc simple. On parle de la loi travail. Camarades, la situation ne sera pas la même si la loi travail, elle passe ou elle passe pas, quelles que soient les divergences de sensibilité entre nous, quels que soient les calculs politiques des uns et des autres. Donc la valeur dont tu parles, c'est celle-là. Nous, ce qu'on dit, c'est se voir. Pas la réunion au sommet, c'est donner de la visibilité. Quelle que soit la forme, je m'en fous. C'est donner de la visibilité à tous ceux et toutes celles qui veulent la plier, cette loi travail. Parce que seul, aucun d'entre nous y arrivera. Voilà, c'est clair et net. Et que la dernière fois, on n'y est pas arrivé. Il faut quand même partir de ça. Et la dernière fois, on a lutté. On a manifesté, on a fait grève. On a occupé les places. Et là, on voit à quel point les divisions syndicales, elles pèsent aujourd'hui. Donc on ne va pas se raconter l'histoire, il faut savoir d'où on part. Donc le degré de la responsabilité, il est là. C'est de se voir sans calcul politique. Alors le courrier, pas de souci. Envoyez-le avant le 21, parce que le 21, la Poste sera en grève. Et de préférence, envoyez-le avant le 23, ce serait presque mieux, parce qu'on y arrive tout droit. Discuter de la suite, c'est discuter de l'ensemble. Discuter de l'ensemble. Et pardon de le dire, ouais, c'était sympa de nous répondre, vous pouvez venir avec vos drapeaux. Camarades, ouais, on a le droit de manifester. Bah c'est sympa. On a le droit de manifester, je vais vous dire quelque chose. Il n'y a personne qui me l'accorde. Même la préfecture de Paris, quand ils ne me la donnaient pas, on allait manifester quand même quelquefois. L'unité, c'est un petit peu plus que venez. Donc on va arrêter de tourner autour du pot. Je comprends bien la tension, je comprends bien ce que tu dis. Évidemment que vous avez créé une dynamique, et évidemment que vous avez une responsabilité. Et il n'y a rien qui vous empêche de planter une date dans le décor. Le problème, c'est comment on fait au-delà. Parce que si ça se plante sur la préparation du 23, c'est toute la suite après qui va nous poser tous autant qu'on est des problèmes. Donc moi je ne le prends pas à la légère, c'est pas une affaire de courrier seulement. C'est l'affaire de ce qu'on a dans la tête dans les uns les autres, avec le bilan des uns les autres. Ouais, bien sûr, on a eu des prétentions, moi le premier, je le fais, le bilan critique, il n'y a pas de souci. Sauf que la situation, elle est encore plus grave. Et si on croit à tout ce qu'on raconte, c'est-à-dire l'instabilité politique, alors il faut prendre nos responsabilités pour gagner. Parce que lui en face, il a un calcul, Macron, c'est de nous coucher. Son calcul, c'est je ne vais pas attendre le dernier round. Je ne vais pas attendre le dernier round du quinquennat pour vous plier. Alors tu as raison sur un aspect, c'est qu'il pense pouvoir nous plier, mais pour nous plier, il faut un peu de force. Et peut-être qu'il est un peu prétentieux, le garçon. Et peut-être qu'en effet, il peut y avoir la crise politique. Mais avant tout ça, il y a notre responsabilité. Je termine là-dessus. Ça peut être une bulle spéculative, c'est vrai, Macron. Mais elle ne va pas exploser toute seule. Donc, de ce point de vue-là, ce que tu appelles le respect, moi je l'appelle comme ça, c'est la complémentarité en effet des uns et des autres. Pour au-delà des divergences qu'on assume, moi je ne suis pas d'accord avec une partie du programme de FI, je le redis encore aujourd'hui, et je le dis pas, il ne faut pas le prendre mal, je ne me sens pas représenté par Jean-Luc Mélenchon, c'est pas un problème. Voilà, parce qu'il y a des désaccords politiques, mais il y a des points sur lesquels on doit pouvoir agir, et c'est vrai pour tout le monde, y compris pour Hamon, pour le Parti communiste, pour tous ceux et toutes celles qui se posent le problème là de gagner à la rentrée. Et là, ouais, en effet, on aura des discussions fructueuses, nouvelles, sur la base d'une victoire. Ce ne sera pas la même que sur la base d'une défaite, je vous le garantis. On va regarder le... Elsa, je te propose de répondre aux interpellations du public. Bah déjà, j'aime bien la colère qui est dégagée parce qu'elle révèle l'urgence, la nécessité en tout cas de cette colère. Moi, je la partage. J'essaie de pas trop l'exprimer parce que c'est vrai que lors de cette fête de l'humain, on nous a beaucoup posé les questions qui se posent ici, celle du respect des communismes, celle des relations avec FI, celle de Jean-Luc Mélenchon, il est là, il n'est pas là, celle du 23, on fait unité ou pas unité.
Et moi, je dois le dire, je suis toujours très embêtée, parce que soit on fait la sage qui parle d'unité, puis on fait vieille tambouille, soit on fait celle qui dit bah non, je sais pas, donc on est contre FI, enfin on est toujours emmerdé pour répondre. Voilà. Donc c'est bien qu'il y ait des espaces aussi comme cela où on puisse se dire un peu les choses sans que ce soit forcément je suis contre Jean-Luc ou je suis avec, je suis pour ça mais je suis pas pour ça. Il y en a un petit peu marre, il y a de la complexité dans tout ça et c'est bien un moment qu'on essaie au travers de plein de moments de la décortiquer. Moi j'ai fait la campagne de Jean-Luc Mélenchon, j'y ai vu un immense espoir. Je ne nie pas, et elle est visible, la dynamique engendrée par FI. Je pense qu'il y a à FI une vraie responsabilité parce qu'elle peut aussi, on en a vu, et je ne le souhaite pas, mais on a vu des dynamiques retomber très vite. Ce que je crois, c'est qu'en tout cas, moi aujourd'hui je ne suis pas France Insoumise, je suis communiste et je souhaite pouvoir y rester. Mon parti est interrogé par plein d'autres choses et par le besoin de se révolutionner et je souhaite partager ça. Mais en même temps je ne souhaite pas être en permanence soit une alliée, soit une opposante à FI. J'ai envie de pouvoir trouver les voies à la fois d'un travail commun, de l'unité, mais sans être effectivement en permanence appelé à être dans une demande de tambouille de parti à parti, simplement d'être respecté pour ce qu'on nous sommes, pour nos apports particuliers. Et donc j'ai pas envie en permanence de ça. Alors le 23, moi j'irai parce que j'ai entendu le message de demi-ouverture, mais en même temps je réclame effectivement à un moment de trouver les voies qui permettent à la fois de se mettre autour d'une table, de pas simplement être de parti à parti, de trouver cette forme qui permet, que réclame Clémentine, et que je trouve on a questionné effectivement comment on se retrouve pas à chaque fois tous les quatre pour représenter la mouvance de la gauche de transformation sociale, parce que ça va vite être gavant et puis on se connaît, on va pouvoir se dire les mêmes choses, mais qu'en même temps on n'évacue pas en permanence ce que chacun est, son expérience, et que ce soit en apport. Je sais que ça doit être gonflant pour les représentants de France Insoumise que ce soit eux qui soient en permanence interpellés. En même temps, dites-vous que c'est parce que c'est vous qui êtes en dynamique en ce moment, donc c'est vous qui avez cette responsabilité. Quand on était dans le front de gauche, c'était les cocos qui en permanence étaient interpellés parce qu'ils n'étaient pas ouverts, parce que machin, etc. Parce qu'il y avait une part de vérité, mais c'était comme ça. Eh bien, la dynamique, elle impose, à mon avis, une part de responsabilité qui ne peut pas être en permanence l'interpellation de rejoignez-nous, parce que ça ne marchera pas, parce que je pense que ça met en danger la possibilité de révolution, je le dis comme ça met en danger, et je crois que vous avez une part de responsabilité importante. Je pense que le Parti communiste a gagné en clarté dans son projet, en cohérence dans sa stratégie, mais je crois que France Insoumise a gagné dans son ouverture, dans sa capacité à créer non pas du conflit, mais de la conflictualité au sein de la gauche de transformation sociale. Et j'aimerais qu'on puisse se disputer de bonne manière sans qu'à chaque fois ce soit des sectarismes qui s'opposent. En tout cas, voilà ce que j'ai envie de dire. Et juste sur la question de Gérard, il y a un truc dont on n'a pas parlé. Autant c'est un vrai débat au sein de la gauche de transformation sociale, la question de la souveraineté nationale, ça n'empêche pas de penser les choses déjà à l'échelle européenne avec nos compagnons de route qui ont des expériences de pré-révolutionnaires ou en tout cas de conquête du pouvoir. Ouais, bon, de toute façon, c'est pas vraiment une conclusion que je vais faire parce que mon intervention pourrait réouvrir d'autres débats et d'autres discussions. Bon, la première chose, Olivier, moi, je suis ravi, je te le dis franchement, que le NPA se pose autant la question de l'unité, y compris même en termes d'unité d'organisation, parce que je te ferai remarquer quand même une chose, c'est que quand nous avons construit le Front de gauche, nous n'avons pas cessé de vous interpeller sur la question de l'unité. Et qu'il ne me semble pas à l'époque que les réponses étaient celles que nous attendions. Et une des réponses, une des questions qui se posaient entre nous, je me rappelle dans le débat, c'était le fait du rapport par rapport au Parti Socialiste. Alors ça, c'est pas venu dans la discussion. Et pourquoi c'est pas venu ? Parce que je suis désolé, mais on l'a résolu ce rapport. C'est que pour la première fois, nous ne sommes plus en train de discuter de notre rapport par rapport à un parti majoritaire à gauche dont nous serions soit l'aiguillon, soit le remplacement, c'est qu'on les a mis à bas et qu'à partir de là, on est en capacité de reconstruire autre chose sans justement la pression d'un parti vote utile qui en réalité fait le jeu du système. Et ça, quelque part, considérons, même si c'est France Insoumise, même si c'est Jean-Luc Mélenchon,
qui a permis ça, avec tout le travail de construction qu'on a fait les uns les autres, hein, je ne l'ignore pas, mais considérons-le comme un acquis, parce que ça change le cadre de nos discussions aujourd'hui, de fait de savoir qu'entre nous, on peut éventuellement construire une alternative majoritaire sans se référer par rapport à Solferino. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, là aussi, je voudrais être un petit peu clair par rapport à la suite. Moi, je crois que quand on veut un programme révolutionnaire, il y a différentes nécessités. D'abord, il faut un programme. Alors moi j'entends que le programme de France Insoumise que nous avons porté, quelque part ne pourrait pas suffire à porter l'adhésion. Enfin, je crois qu'on est tous d'accord. Moi je connais quand même l'histoire des constructions programmatiques qu'on a essayé de faire les uns et les autres, depuis le traité concilier européen, les travaux du Conseil scientifique d'attaque, ce qu'on a fait avec le Front de gauche, etc. L'avenir en commun, il est une continuation de tout ça, avec effectivement des évolutions liées à la situation, notamment par exemple la catastrophe de Fukushima, qui nous a fait cette fois-ci pencher très clairement contre le nucléaire. Mais il est la continuation de tout ça. Et moi je pense une chose, je continue à le penser, c'est jamais sur la question du programme qu'on pourrait échouer entre nous. Parce que si demain on se retrouvait au gouvernement à appliquer ce qui est dans l'avenir en commun, je suis absolument sûr qu'on serait capable de l'appliquer ensemble sans que tu aies à te déjuger par rapport à tes convictions et par rapport à ton combat anticapitaliste. Donc c'est pas la question du programme. Ce qu'il reste et toujours de manière nécessaire, c'est l'outil, c'est la force. Et effectivement, ce que dit France Insoumise, sans prétendre tout résoudre, mais c'est qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Première chose qui ne fonctionne pas, et là je réponds aux camarades communistes qui me disent tout à l'heure. Alors, si franchement, aujourd'hui, on pense que la meilleure manière de sauver l'idée communiste, c'est le fait de penser qu'en réalité, quoi qu'il arrive, quoi que soient les résultats aux élections, c'est toujours le Parti communiste qui par le nombre fait le nombre dans les manifestations, fait le nombre par rapport aux urnes. Je vous assure, camarades, que c'est une erreur terrible et que je ne voudrais pas avoir, et je ne le fais pas parce que pour moi il n'y a aucune confrontation par rapport aux militants communistes que je respecte réellement. Mais enfin, je vais vous raconter une histoire. Moi je me suis présenté aux législatives dans la première circonscription du 93. Le Parti communiste a estimé que je venais dans un terrain dans lequel il était dominant depuis des années et que, en gros, j'allais voir ce que j'allais voir avec France Insoumise. Au résultat, le Parti communiste fait 7%, on fait 19%. Donc, c'est pas vrai, je le dis, je l'assume, et ça peut-être déplaira à certains qui parlent ici, il n'y a pas un seul parti, que ce soit le Parti communiste ou autre, qui puisse aujourd'hui prétendre à l'hégémonie dans la situation, parce qu'il y a une histoire qui fait notamment que le XXe siècle est passé et que je crois et j'en suis convaincu, on ne s'en sortira pas si nous ne sommes pas capables de recomposer une seule et unique force entre nous. Je crois que c'est ça, à un moment donné, qui est la vraie clé de la solution. Comment on fait une seule et unique force entre nous? La question c'est, est-ce que c'est une addition de partis, comme on a essayé de le faire avec le Front de gauche, dont j'ai été un des bâtisseurs et je peux vous dire que j'y ai cru? Bon, la réponse c'est non. Parce que au bout d'un moment, cette addition de partis, avec éventuellement des stratégies différentes au niveau électoral, nous a rendus incapables d'être capables de réunir ceux qui notamment s'exprimaient par rapport aux élections présidentielles de 2012. Donc je crois qu'il faut inventer autre chose. C'est ni un seul parti, ni l'addition de partis, c'est le fait aussi que ça ne peut pas être ex nihilo la création d'un parti de centaines de milliers de personnes, parce qu'il faut accepter qu'aujourd'hui nos concitoyens se mettent dans la politique de manière très graduée et qui ne correspond plus, tel qu'on l'imaginait, aux formes partis que nous avons vécues. Et donc c'est ce qu'essaye de faire France Insoumise, c'est ce que nous essayons de bâtir. Et croyez-nous, croyez-moi, il n'y a pas derrière ça la volonté d'une hégémonie. Il y a la volonté de dire, il y a une dynamique, participons-nous, participons à cette dynamique, essayons de la créer, essayons de bâtir des assemblées citoyennes, essayons de réfléchir ensemble. Moi, je serais très heureux que le 23 septembre, on se retrouve tous ensemble. Benoît Hamon vient, je pense Olivier que tu viendras parce que la réunion dont je te parle, elle n'est pas par courrier. Je pense qu'on pourrait essayer, par exemple, de la faire dès mardi soir, par exemple à Paris. Et puis à partir de là, effectivement, l'avenir, et je le dis tout de go, l'avenir, c'est de savoir comment nous créons une seule et unique force dans les années à venir. Et il n'y a rien, à mon avis, qui devrait nous empêcher de le bâtir. Merci. Alors Clémentine, il te revient le mot de la fin. Ça va être compliqué de synthétiser tout ça, mais le thème, on a dévié un peu du thème de la Révolution, mais je pense que tu vas vouloir réagir sur ce qui vient d'être dit. Ouais, je vais être brève, et comme je suis la dernière à parler, juste insister sur deux points. Le premier point, qui est la question de l'urgence, à en effet réussir à trouver les formes qui permettent de découpler
notre présence dans la rue dans les semaines qui viennent, parce que c'est la clé pour en effet imposer au gouvernement une défaite sur un sujet majeur qui est la question des ordonnances loi travail. Que si nous perdons là-dessus, c'est évident que... ça marche pas? Le son, c'est ça? Ouais. C'est évident que la suite va être infiniment différente. Si nous gagnons, ça ouvre une brèche qui est une brèche considérable dans laquelle nous aurons la responsabilité de nous engouffrer. Donc là, la première, je dirais, c'est pour ça que je parle d'urgence, la première chose, c'est d'arriver en effet à fédérer nos forces et à s'entendre. Donc si c'est mardi soir, pas de problème. On va tous ouvrir nos agendas et c'est une bonne nouvelle pour faire en sorte qu'un maximum de personnes se trouvent à sa place dans la manifestation du 23 et que, y compris les manifestations du 21 et les suivantes, puissent être en... Voilà. Et d'ailleurs, dans les bonnes nouvelles, je trouve que le fait que la fonction publique ait annoncé une grève, que les transports aient annoncé une grève, on sent bien qu'il y a une forme d'embrasement. Et donc ça donne une responsabilité à ce que personne se dise c'est moi qui vais prendre la main et à moi seul je vais réussir à faire tomber le gouvernement sur cette question, mais bien qu'en fédérant nos forces, on arrive à l'avoir. Bon, ça, totalement d'accord, et prenons acte qu'il va y avoir cette réunion et qu'on va réussir à fédérer et à rassembler. Mais la deuxième question que je voulais aborder, qui est celle de la nouvelle force nécessaire, et je partage de ce point de vue ce qu'a dit Eric, nouvelle force nécessaire, mais à mon avis, le problème peut-être il est dans unique, pour moi. C'est-à-dire qu'une force à vocation majoritaire, elle doit être capable de faire vivre le pluralisme politique. C'est-à-dire parce qu'on n'y arrivera pas sinon, si on pense qu'avec une seule culture, une seule ligne, quelque chose de, en effet, qui a la force de la cohérence. Et c'est important que le tout ait une cohérence stratégique et qu'elle soit perçue comme... Voilà. Et en même temps, si on veut qu'elle tienne et qu'elle se développe, elle doit être pluraliste. Pluraliste, ça veut dire de respecter qu'à l'intérieur, il y a des courants, il y a des histoires, il y a des traditions, il y a des sensibilités, il y a des groupes qui ne pensent pas en tout point la même chose et qu'ils ont le droit de vivre et qu'on peut faire force commune ensemble. Et je pense que c'est ça la clé qui va nous permettre de faire grandir cette force nouvelle nécessaire, de sortir, je l'espère, des querelles passées, des difficultés passées, parce qu'il ne faut pas non plus se raconter de salade dans cette fête, hein. La question est extrêmement présente. Mais quand on voit aux législatives les blessures qui ont été entre les uns et les autres, voilà, les blessures qui viennent aussi du front gauche. Faut pas imaginer qu'en 3 mois, comme ça y est, on ferme les bancs, tout le monde s'est foutu sur la gueule et on va tous se faire la bise et boire un coup et se dire mais oui, finalement, aimons-nous folle vie. Même si on partage les valeurs, même si on a des combats communs, c'est pas vrai, c'est pas la vérité des prix. Donc il y a eu des divergences stratégiques, c'est la vérité, il y a eu des divergences stratégiques. Et il y a eu des phrases qui n'ont pas plu, des blessures, des mots dans tous les sens. Et un engrenage même, je dirais. Un engrenage de t'as dit ça, ben je te dis ça, tu veux pas être là, ben je suis pas là, etc. C'est ça la vérité. Et ça a laissé des traces. Mais notre responsabilité dans la nouvelle période qui s'ouvre, et j'insiste, c'est un nouveau cycle politique qui s'ouvre, on a tous la responsabilité de s'entendre, parce que c'est une responsabilité historique au regard de la situation qui est née avec l'effondrement du Parti Socialiste, avec le fait que nous avons la main, avec la mobilisation sociale qui s'ouvre. On ne peut pas en rester là. Et donc il faut faire une force nouvelle pluraliste, qui permette à tout le monde de respirer et de faire en sorte que tous ceux qui se sont foutus sur la gueule hier mais qui partagent les valeurs fondamentales soient capables de faire cause commune dans le respect des uns et des autres. Merci à tous. Pour poursuivre le débat, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a le livre d'Olivier Besancenot, Que faire de 1917, je pense que vous pouvez le trouver sur le centre du NPA ou au Village du Livre. Et puis naturellement, il y a la revue Regard, dont on est assez fiers, le dernier numéro sur la Révolution qui est à vendre. Il y a des abonnements spécial Fête de l'Humanité à 40 € pour l'année. Achetez-le. Et le livre de Roger Martelly, qui a également contribué au dossier de Regard, Que reste-t-il de l'octobre russe, aux éditions du Croquant. Merci à tous.